Bonsoir, bonsoir, bonsoir à chacune et chacun. Vous êtes déjà en train de vous connecter. Merci. Bonsoir César. Bienvenue sur la chaîne de l'Université de la Présence. C'est une joie de te retrouver ce soir et de t'entendre, de partager cette belle vibration dans laquelle tu es. Merci, merci d'être là. Voilà, donc bonsoir Anne-Laure, bonsoir Valérie, bonsoir Pascal, bonsoir Claudine, bonsoir Françoise, Vincent, Séverine, Guylaine qui nous remercie, bonsoir Béa, bonsoir Anaïs, bonsoir Claudine. Merci d'être là. Et donc, autour de ce thème, bon, le thème est un support pour démarrer, mais évidemment, toutes vos questions seront les bienvenues. Le thème qui s'est présenté, c'était agir depuis la présence, puisque donc César, dans l'histoire de son personnage, on va dire, parce qu'aujourd'hui il vit il vit entièrement la présence. Dans son histoire, il a un passé de chef d'entreprise industriel, je crois même tu dis. Et donc, je trouvais intéressant qu'il s'exprime aujourd'hui sur à la fois peut-être comment il est passé justement de cette activité très intense à l'international, je crois, à être aujourd'hui à transmettre voilà la présence ou à nous aider à l'activer en nous-mêmes ou à la vivre. Et puis l'autre question, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui retournent justement dans des jobs, qui après avoir cheminé, retournent dans des jobs pour voilà, s'impliquer. Et il y a aussi la problématique des personnes qui ont des difficultés d'incarnation et qui donc ont des difficultés à travailler. Donc voilà, il y a un certain nombre de thématiques que nous allons rencontrer. Eh bien, César, voilà, bienvenue et je te laisse peut-être présenter alors qui tu es, on va dire, en quelques mots et puis démarrer sur ce thème pour ce soir. Alors juste, excusez-moi, je n'ai pas présenté l'Université de la Présence, donc en fait, je l'anime avec Caroline Holodenko qui est en back-office et en fait, c'est un espace pour expérimenter la présence au quotidien, d'où ce thème d'ailleurs. Et pour cela, nous avons une communauté qui se réunit chaque semaine puisque l'intention, c'est d'être en fraternité, en sororité pour avancer dans ce chemin de la présence. Voilà. Alors, César, on peut peut-être prendre une petite respiration tranquille, hein, tous ensemble. Voilà, où que vous soyez. Voilà, pour nous déposer un peu plus dans l'instant, dans le présent. Et laisser la présence que nous sommes prendre plus de place, encore plus de place, toute la place, même si possible. Merci. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là ce soir à l'invitation de Marie-Christine. Merci à toi. Très heureux de partager ce moment avec vous et donc de développer ce thème qui est le thème de la soirée, c'est-à-dire agir à partir de la présence. Alors, tout d'abord vous dire que il ne va pas s'agir d'une conférence où je vais pendant un certain temps présenter ce qu'est la présence, ce qu'est agir à partir de la présence. Il s'agit vraiment, moi ce que je souhaite, c'est que ce soit interactif, qu'on puisse ensemble, hein, on est sur un même chemin et ensemble on puisse ainsi explorer ce thème et explorer tous les thèmes que vous voulez, hein. Ici, c'est vraiment une ouverture à ce qui est et donc on peut vraiment tout aborder. Alors, je trouve intéressant d'ailleurs, Marie-Christine, que tu aies commencé par un temps de silence, parce qu'en fait, agir à partir de la présence, c'est d'abord revenir
au silence, revenir à la présence, revenir à la conscience d'être. Et ceci avant d'agir. C'est-à-dire vraiment revenir à la conscience de comment je me situe ici et maintenant. Et ce qu'il est utile de ressentir, c'est que quand je suis ici maintenant, je suis à la fois la présence universelle, infinie, sans bord, silencieuse, qui ne demande rien, qui ne cherche rien, qui est vraiment une qualité de présence, une lucidité, une conscience. Et en même temps, donc ça c'est l'être primordial, l'être originel, ce que l'on est avant d'être aussi cet être humain. Parce que en tant que présence, on investit l'être et l'être devient humain. Donc il y a l'être primordial qui s'incarne. Et donc, on ne peut pas, en affirmant «je suis», être seulement l'un ou seulement l'autre. On est les 2 en même temps. Et vouloir n'être que l'un ou que l'autre porte à conflit. Donc on a à la fois à agir à partir de notre présence en tant qu'être humain, et donc avec la conscience localisée ici et maintenant, et en même temps, quand on fait silence, on peut revenir à l'être originel que l'on est avant d'être humain. Alors on va essayer d'explorer ça et je vous encourage à poster, dès que vous le souhaitez, des questions, des interventions, de manière à ce que ce soit un partage, hein. On est sur Oui, ce alors chemin. Oui. effectivement, César, il y a déjà une question qui vient en résonance avec ce que tu viens de dire, puisque c'est comment sortir du conflit généré par l'incarnation ou, comme le dit le professeur El Ramrani, de mise dans la forme. En analepsie, je parle aussi de nostalgie de l'ailleurs. Donc, c'est comment Mmh. sortir de ce conflit, puisque tu parles bien effectivement de l'être et de l'être humain. Simplement, effectivement, il peut y avoir conflit. Alors, ça peut être vécu comme un conflit, mais il n'y a jamais conflit. C'est important de saisir cela. Il n'y a jamais conflit au sens strict du terme. Mais il y a impression de conflit, il y a impression de dualité en fait. Parce que la réalité dit, et c'est ce que vous êtes appelés à réaliser, la réalité dit que l'on est à la fois l'océan et la vague, hein. Je vais prendre une métaphore qui est très utilisée et essayer de sentir ce qui se passe, hein. Faites comme Marie-Christine, je vous invite à fermer les yeux. Non, mais c'est très bien, c'est important. C'est vraiment ça, être avant l'agir, c'est prendre le temps de revenir à soi et essayer de sentir de manière la plus simple possible, sans y réfléchir. Essayer de sentir ce qui se passe au moment même où la vague réalise qu'elle est l'océan. Au moment où cela se réalise, la vague ne disparaît pas en tant que telle, en tant que forme, hein. Elle 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 a simplement arrêté de croire qu'elle est seulement la vague. Mais elle est encore la vague. Donc il à partir du moment où il y a cette réalisation, il n'y a aucun conflit entre être vague, donc être humain, et être. Mmh. Il n'y a aucun conflit possible. C'est simplement une impression, une erreur d'interprétation. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus que cela. Il n'y a aucun conflit à être humain et à être. C'est même exactement la même chose, de 2 points de vue différents, c'est tout. C'est aussi simple que ça et c'est Mmh. tranquille, c'est joyeux même. Merci, merci pour cette belle réponse.
On a Anne-Laure qui nous dit bonsoir César. Paix intérieure et amour inconditionnel sont-ils des énergies, des formes, des objets ou bien sont-ils hors temps et hors espace? Donc paix intérieure et amour inconditionnel. Alors, là, on va commencer à manier un certain nombre de concepts. Et il faut vraiment saisir que lorsque l'on manie des concepts, on manie des objets intellectuels. Car pour l'intellect, le rien, l'absolu, c'est-à-dire ce qui est hors du temps, hors de l'espace, qui n'a aucun bord, aucune limite, pour ce qui est inscrit dans le temps et dans l'espace, et l'intellect est inscrit dans le temps. Imaginez ce qui est au-delà ou en deçà de ce qu'est l'intellectuel ou le mental, c'est impossible. On est obligé, d'un point de vue intellectuel, de poser, de revenir dans la forme et essayer à partir de là de sentir ce qu'est avant, ce qui est là avant la forme. La formule qui résume cela de manière tout à fait simple, c'est « je suis avant même de savoir que je suis ». Donc l'amour inconditionnel est une façon de traduire cela. La paix, qui n'a pas de contraire, ou la paix définitive, est une façon de traduire cela. Tout ce que l'on va manier comme concept va tendre ou nous orienter vers ce qui est au-delà de l'aspect intellectuel, ce qui est au-delà de la forme. Et donc, oui, ce que l'on peut définir, et à nouveau, à partir du moment où on utilise des mots, ça vient définir, ça vient enfermer, la paix, le silence, l'amour inconditionnel, Dieu, n'ayons pas peur de ce terme-là, tout cela vient traduire ce qui est avant même les mots. Ce qui est au commencement avant même tout mouvement. Ce qui est avant le temps. Et ça, vous pouvez vous en approcher, être vraiment tout proche, lorsque là, maintenant, tout de suite, vous vous posez en silence, que vous vous retirez du monde, c'est-à-dire que vous n'accordez plus aucune importance à ce que traduisent les 5 sens, vous n'accordez plus d'importance à ce que sont les émotions, à ce que sont les pensées, vous vous retirez du monde pour n'être plus que présence. Et dans ce silence, dans cette présence-là, l'impression même d'être une identité se dissout. Uniquement la présence. Merci. Et à partir de là, on peut agir. On peut être humain, on peut faire, agir. On n'a pas besoin d'agir pour être, puisqu'on est avant d'agir. Donc il n'y a pas besoin d'agir pour être, parce qu'on est. Et à partir de l'être, on peut agir. Alors, il y a Bénédicte qui demande justement comment agir depuis la présence quand il y a de la peur psychologique dans le vécu. Ok.
pour agir à partir de la présence, il faut revenir à l'être. Donc, il faut revenir au silence de l'être. C'est-à-dire prendre le temps de se poser ici, au cœur de l'instant, et on peut essayer de faire ça tous ensemble là. Voilà, vous vous posez au cœur de l'instant. Vous laissez de côté toutes les questions pour le moment. Simplement revenir à l'être. Revenir à la conscience d'être. Revenir à l'instant. Et pour le moment, laisser ce qui appartient à l'humain, on le laisse à l'humain. Parce que tout ce qui se manifeste, que ce soit des sensations, des perceptions, mais aussi des émotions ou des pensées, tout ceci fait partie, est inhérent à l'humain. Et donc revenir à l'être pour que, d'un certain point de vue, l'humain se pose aussi. Hein, quand je me pose au cœur de l'être et à ce moment-là, il y a aussi la possibilité pour l'humain, pour l'aspect manifesté, de se poser aussi, de se tranquilliser. Et à ce moment-là, dans cette conscience qui est éclairée par la présence, eh bien, le mental n'a plus de pouvoir ou peu de pouvoir. Et à ce moment-là, s'ouvre la possibilité d'agir plutôt que de réagir. Et quand on revient à l'être, s'ouvre la possibilité de l'action plutôt que de la réaction. Parce que quand on est dans le mental, quand on est dans le vouloir faire tout de suite, vouloir agir par rapport à ce qui se présente, ce qui est extérieur, qui nous pose problème ou difficulté, eh bien on a la réaction tout de suite, c'est d'essayer de faire quelque chose pour atténuer ou supprimer ou modifier ce qui est là. Et si on est dans la réaction, c'est le mental qui mène la danse. C'est-à-dire, c'est le mental qui est aux commandes quand il y a réaction. Alors que si on prend quelques instants pour se poser tranquillement, on peut prendre comme point d'appui, par exemple, la respiration et faire quelques respirations conscientes, eh bien on revient au cœur de l'instant, on revient au présent. Et à ce moment-là, s'ouvre la possibilité d'une clairvoyance, s'ouvre la possibilité d'une conscience détendue. Et alors, les possibilités d'action se présentent. L'aspect mental est important, mais ne lui laissez jamais les commandes. Hein, toujours en tant que passager, jamais en tant que conducteur. Oui, capitaine, comme en plus tu as ton casque sur les oreilles. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur le vol à destination de... Merci pour cette belle réponse. Alors, j'ai une question qui m'a été envoyée, on va l'honorer parce que c'est Eric qui a pris le soin d'envoyer une question. Je préviens tout de suite, la question, je l'ai relue pour plusieurs fois, elle est longue. Voilà, mais toi César, ça va passer tout seul. Voyons, Voilà. voyons. Alors, peut-on dire que, entre guillemets, la claire présence témoin n'est pas un sujet-objet préexistant, mais une capacité relationnelle de conscience qui accueille et qui organise l'expérience. Et là, moi, j'ai mis un point parce que j'y arrivais plus. Elle l'organise par un effet de boucle rétroactive qui crée le monde comme champ d'objet et le jeu comme pôle organisateur. Je peux reprendre si tu as besoin. La question qui est posée, c'est, en fait, on peut la résumer de manière assez simple, c'est qui agit? Qui agit? Et en fait, en fonction du point de vue qui est adopté,
C'est cela qui agit. Pour que l'être humain agisse, il faut que le point de vue de la conscience se positionne, ou de la présence se positionne au niveau de l'être humain. Et à ce moment-là, si c'est au niveau de l'être humain que le point, que le jeu, en fait, se positionne, alors l'être humain est en capacité, l'être humain que je suis, est en capacité d'agir et d'organiser, et de faire. Et on peut, à partir du moment où il y a cette clairvoyance qui est là, y compris à partir de ce point d'action, eh bien, tout cela peut se faire de manière fluide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune résistance à ce qui se fait et à ce qui répond à ce qui se fait. Rappelez-vous d'un principe simple de physique, c'est que pour toute action, il y a réaction. C'est-à-dire que quand je marche dans la rue, et moi je marche lentement, donc la résistance est faible, il y en a d'autres qui marchent beaucoup plus vite que moi, mais c'est vrai que quand je marche tranquillement, eh bien l'air résiste. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça consomme de l'énergie que de marcher. Il y a l'effort des muscles, il y a aussi le fait d'aller contre la résistance de l'air. Donc pour tout mouvement, il y a réaction, toujours, sans exception. Et donc, je peux agir à partir du point de vue de l'être humain lorsque la conscience d'être est là, la conscience localisée. Et donc, à ce moment-là, ça s'organise autour de l'être humain. Et on peut faire, et on peut agir, et on est même appelé à agir. Et lorsque le point de vue est le point de vue de la conscience, de la présence conscience, eh bien à ce moment-là, ce qui se passe, et je vais le traduire de cette manière-là, c'est qu'en fait, je suis, le monde apparaît en moi et je constate ce qui se passe. Et tout ce qui se passe, c'est un spectacle d'action et de réaction, de mouvements qui ont un début, qui ont une fin, même si entre les deux, il peut y avoir une certaine durée, qui est une durée nécessaire pour que l'expérience de la manifestation ait lieu. Parce qu'en réalité, il se passe exactement la même chose que ce que vous expérimentez quand vous rêvez en pleine nuit. Quand il y a un rêve nocturne. Essayons de voir cela en quelques instants. Le rêve nocturne, il y a un rêveur qui fait partie du rêve. Et l'organisation du rêve, le fait que vous avez l'impression de bouger, qu'il y a une certaine durée, tout ça est rêve, n'a aucune consistance réelle en tant que tel. Le rêveur fait lui-même partie du rêve, ou elle-même partie du rêve. Donc, le rêveur ce que vous êtes est à l'origine à la fois du rêveur et du rêve, et vous constatez le déroulé du rêve, le déroulé de la manifestation qui se déroule dans un espace-temps qui n'existe pas, et dans un espace tridimensionnel qui n'existe pas plus. Et pourtant, vous avez l'impression de bouger, vous avez l'impression d'avancer, de changer de lieu, vous avez l'impression de manger, de toucher, etc. D'un point de vue de la présence, il y a simplement le constat complètement impersonnel de tout ce qui se présente. Et ce corps, César, ce jeu, apparaît au cœur de la présence, et ce que fait César et tout ce qui se passe ne me concerne pas en tant que présence. Et c'est tranquille. Merci César. Alors on a
On a changé de plan pendant, voilà, le temps de ta réponse. Il y a peut-être ici des personnes qui sont moins habituées à ce principe, hein, du fait que la vie terrestre, en fait, peut être vue comme un rêve. Hein. On parle quelquefois d'un film et que finalement, nous sommes l'écran du film ou le projectionniste, tout dépend. Mmh. Voilà, donc peut-être des mots supplémentaires vont venir au cours des réponses pour vous permettre d'entrer un peu plus dans cette intégration, puisque c'est ce que tu vis, toi, César, dans ton quotidien. Donc, par exemple, je sais que tu as une activité qui consiste à ramasser des olives, et tu dois Ouais. organiser ça. Et donc, comment est-ce que ça marche pour toi? C'est juste pour prendre un exemple très concret pour OK. voilà, permettre aux gens de situer. Comment ça se passe? Tu vas dans un endroit précis, il y a des oliviers, les olives, elles doivent être mûres, et il y a besoin de les ramasser, de les emmener quelque part, j'imagine, faire de l'huile. Comment ça marche pour toi, l'action, César, alors que effectivement, tu es en train de dire que finalement, rien ne bouge, que l'action est à l'intérieur de la conscience? Merci pour clarifier un peu tout ça. Tout à fait concrètement. En fait, comment poser des mots là-dessus? D'un point de vue pratique, je suis avant d'être quelqu'un que je suis aussi. La vague peut à la fois affirmer: «Je suis la vague et je suis l'océan» en même temps. Ça veut dire que quand il est dit que je suis un être humain aussi, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a la conscience localisée et une action humaine qui se fait, qui est menée. Et dans l'action humaine qui est menée, il y a besoin de planifier les déplacements, il y a besoin de réserver des créneaux pour porter les olives au moulin, il y a besoin, si j'ai besoin d'aide, de contacter les personnes. Donc toute la planification dans ce monde manifesté est tout à fait nécessaire. Rien n'arrive si je n'agis pas, hein, pour être concret, Oui, oui, on est d'accord. hein. OK? Donc c'est là la subtilité et la difficulté en même temps c'est que d'un point de vue être humain, il est tout à fait nécessaire d'agir, tout à fait nécessaire d'être complètement incarné et donc de répondre aux sollicitations, de planifier, de répondre, en fait, de manière tranquille, parce que ça se fait de manière tranquille, à aux différents rôles dans lesquels je suis, Mmh. hein. Si le matin, au lieu de me lever à un peu avant 7 heures pour être là à 7h30 à animer la méditation, si je me posais en disant: «Ben, la conscience, elle a qu'à faire ce qu'elle veut», eh ben, il se passerait rien. C'est vraiment une forme de point de vue qui, à la fois, s'établit depuis la présence, une, neutre, indéfinissable, insaisissable, et en même temps, l'être humain, donc incarné, qui agit. Alors effectivement, on parle de planification, par exemple, qui est un sujet parfois un peu délicat. Mmh. Et en même temps, tu parles tu as utilisé le mot douceur ou je ne sais pas. Mmh. On peut constater effectivement, plus on est dans la présence et plus l'action est en fait comme, portée par un flux. Mmh. C'est-à-dire que, parce qu'on peut avoir tous plus ou moins des mémoires d'une action, plutôt, qui brusque, alors que là, soudain, cette unité entre l'être et l'être humain fait que l'action est plus de la même qualité au sens qu'elle ne me demande plus le même effort. En fait, il y a quelque chose qui devient plus naturel au final. Est-ce que Oui, c'est exactement ça, et qu'est-ce qui fait la différence?
c'est le mental. Lorsque, par rapport à une situation ici, maintenant, vous avez la conscience de l'instant et que le mental n'intervient pas, c'est-à-dire que la mémoire, le vécu, le connu ne vient pas colorer la situation et que simplement vous prenez en compte uniquement ce qui est, c'est-à-dire le présent, l'instant, eh bien quand vous ne prenez en compte que cela, sans faire appel à la mémoire, alors l'action intuitive, naturelle, fluide qui va se poser, elle s'appuie sur une clairvoyance, sur une conscience claire. Et à ce moment-là, c'est une véritable action. Mais pour que l'action véritable se pose, il faut être là. Si c'est simple, hein, il faut être là. Ça veut dire que si vous êtes en train de rêver, si vous êtes en train de suivre des pensées qui vous disent que, ça pourrait être autrement, que et cetera, eh bien, en fait, vous n'êtes pas là. Donc agir humainement à partir de la présence, ça veut dire prendre conscience de ce qui est, de l'instant, du présent, du tout de suite. Et à partir de là, une action tranquille, fluide, simple peut se poser. Si vous n'êtes pas là et que c'est le mental qui agit, alors il va y avoir une action. Mais cette action-là sera une réaction en fait. Et elle n'est pas juste la réaction, parce qu'elle ne s'appuie pas sur le présent. Elle s'appuie sur le passé. Merci, c'est très très clair. Et il y a les mots d'Adeline qui viennent voilà, mettre d'autres mots. Quand l'être, la conscience, la présence est là, l'être humain, le personnage agit spontanément au moment juste. Et effectivement, il s'agit bien Alors le personnage, pardon, Marie-Christine, j'entends souvent utiliser le terme de personnage. Quand j'utilise le terme de personnage dans le vocabulaire, c'est pour caractériser en fait le personnage, c'est-à-dire l'histoire, le connu, ce qui définit, c'est le personnage public. C'est ce qui est visible de l'extérieur. C'est le personnage, c'est-à-dire ce qui s'est construit avec l'histoire qui s'est racontée jusqu'à maintenant. Et je fais une vraie différence entre ce personnage-là, qui est en fait une entité, et l'être humain. Merci, merci, c'est précieux, effectivement. Alors, il y a un certain nombre de questions. Il y a quelqu'un à un moment qui a dit une danse sans danseur, je crois. Je ne sais plus où elle est. Voilà, une danse sans danseur, c'est Valérie qui nous propose ça. Voilà, c'est venu. Alors, il y a eu une question. Attendez, parce qu'on va essayer de rester sur l'action tant qu'on y est. Il y a Adeline, l'action sera donc plus facile et faite dans la paix. Oui, quand elle est faite au moment juste, c'est clair. Retenez, en tout cas dans le vocabulaire que j'utilise, c'est que le personnage réagit, l'être humain agit. Merci, c'est vraiment, vraiment précieux. Tu as parlé aussi d'être là, et c'est la problématique quelquefois, c'est qu'il y a un manque d'incarnation. Effectivement, il y a besoin d'être humain pour agir, c'est-à-dire d'être présent, d'être avec son corps. Absolument. Toutes ses capacités. Absolument. Alors, à propos du corps, il y a une question, la douleur physique, comment ne pas lui donner d'importance? Alors, c'est une question qui est difficile, parce que la douleur physique est une des expériences de l'être humain qui est la plus difficile à accepter. Et une première étape, c'est d'abord de ne pas rajouter de la souffrance à la douleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, sans le faire exprès, vous vous êtes blessé, ou quel qu'en soit le mode, et que la douleur est là. La douleur, elle est là, c'est factuel, c'est un fait. Mais tout ce qui va se rajouter par-dessus, c'est-à-dire le jugement,
mais qu'est-ce que j'ai été stupide de faire comme ça, ou qu'est-ce que on m'avait pourtant prévenu. Donc tout ce qui est de l'ordre de la souffrance que l'on va ajouter à la douleur est inutile et va en fait amplifier la douleur. Donc déjà, essayons autant que possible de ne rien rajouter à la douleur pour que la douleur reste un élément simple, c'est-à-dire sans pensée. Après, ce qui va prendre de l'importance, c'est ce à quoi vous accordez de l'importance. Si toute votre attention est posée sur la douleur, eh bien la douleur va prendre toute la place. Si pendant que la douleur est là, vous portez votre attention sur ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous devez faire, ou peu importe l'activité, eh bien vous allez peut-être vous rendre compte que vous pouvez constater qu'il y a douleur et en même temps faire autre chose. Et si on fait autre chose, si on apporte de l'attention à autre chose, eh bien vous allez voir que la douleur prend moins d'importance. Merci César pour cette réponse. Alors il y a Michel qui demande, est-ce parce que nous cherchons cette présence que nous ne la trouvons pas? En fait, on a l'impression très souvent qu'il nous manque quelque chose, que nous avons besoin de trouver quelque chose et de trouver cette présence. Eh bien, ce que je vous propose là, c'est un exercice tout simple. Si je vous demande de faire un pas vers votre propre présence, vers où allez-vous vous tourner? Vers où allez-vous faire ce pas? Faites un pas vers votre propre présence. Vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez. Essayez. Si on cherche à l'extérieur ce que l'on ne peut trouver qu'à l'intérieur, il est impossible de trouver. Donc plus vous allez le chercher à l'extérieur, plus vous allez vous perdre. Et votre présence, la présence, elle est là où vous êtes, toujours. Et en permanence, la présence vous rappelle au centre, là où elle est, toujours. Donc la chercher, c'est effectivement s'en éloigner. Parce que la chercher, c'est déjà une mécanique qui part du principe qu'elle est perdue, qu'elle n'est pas là où vous êtes, que vous n'êtes pas cela. Chercheriez-vous quelque chose si vous constatez que vous l'avez dans la main? Évidemment non. Merci César. Donc on a eu des réponses, voilà, vers l'intérieur, à l'intérieur, je fais un pas vers l'intérieur, un pas vers moi-même. Quelqu'un, mais je suis partout à la fois, et une autre dit dans le calme intérieur immuable. Oui, c'est tout à fait juste tout ça. Ça fait du bien de dire ça, merci. Ça respire, c'est très beau. Merci. Alors on a une autre question de Julie qui nous dit, alors pourquoi dire que la vague est un rêve si elle est aussi l'océan? Je ne comprends pas cette notion d'illusion, de rêve. Ça va t'accompagner jusqu'à l'effondrement de l'illusion. Il y a des questions qui ne trouvent jamais de réponse. Parce que tant que l'illusion est là, la question est là. Lorsque l'illusion s'effondre, il n'y a plus besoin de réponse. Donc il y a des questions qui ne trouvent jamais de réponse.
Il n'y a que lorsque vous comprenez ce qu'est un mirage, qu'alors vous acceptez l'idée que ce que représente le mirage n'est rien. Mm. Merci, c'est précieux. Mm. On va laisser le temps encore, on a du temps encore pour quelques questions. J'en profite pour parler des méditations que propose César tous les matins de la semaine, du lundi au vendredi. J'avais connu César lors d'un week-end, et puis après, je me suis inscrite pour ces méditations, et c'est vrai que c'est très précieux, puisque c'est des méditations guidées et tout de suite qui nous aident en fait à retourner dans la pleine présence. Et après, chaque jour, il y a 30 minutes de causerie, comme l'appelle César, qu'on pourrait appeler satsang. Et c'est un super cadeau, puisque selon ce qu'on vit en méditation, ou s'il y a un événement dans la vie ordinaire et qui nous travaille dans l'instant, on peut poser la question et César nous répond en direct. Donc c'est vraiment un très très beau cadeau. Et en fait, tout à l'heure, Caroline a mis le lien vers le site Natura Hominis. Donc ça, c'est l'activité de César de transmission. Il y a un site internet. Et donc, elle vient de mettre le lien vers les méditations. Donc, vous pouvez regarder et vous pouvez venir pendant 15 jours pour voir si ça vous correspond. C'est le matin à 7h30, donc de 7h30 à 8h et de 8h à 8h30. Et vraiment, ne serait-ce que pour goûter un peu plus, aller plus loin dans le référentiel, je dirais, de César, si on peut parler de référentiel, mais dans sa manière de transmettre, etc. Si ce soir, ça va être quelque chose qui vous touche, je vous invite vraiment à aller goûter ces méditations. Donc, il y a un formulaire pour vous inscrire et voilà, pendant 15 jours, vous pouvez rejoindre. Alors, c'est sur une application qui est parfois un petit peu délicate à installer sur le téléphone. Bon, se faire aider de quelqu'un qui connaît un peu mieux le téléphone si vous n'êtes pas très habile. Mais franchement, voilà, je vous le recommande vivement. Et puis, on peut déjà en parler, César, tu organises aussi par moment des présentiels. Je crois qu'il y a un stage au mois de janvier, il me semble, de cette année. Moi, j'ai Absolument. fait, Enfin, voilà, hein. Et vous trouverez ça sur le site. J'ai fait aussi une semaine de pèlerinage avec César sur le chemin de Compostelle. Voilà, il y a des opportunités parfois très sympathiques hein, autour du goût. Je ne sais plus comment tu l'avais appelé. Il y avait un stage comme ça sur profiter de la vie, je crois. Hein, exactement, oui. voilà. Donc, avec César, on est à la fois dans cette grande présence et à la fois dans l'incarnation, dans cet être humain qui goûte la vie et toutes ses couleurs. Donc, en tout cas, j'en profite pour te remercier. C'est très généreux de ta part et c'est un grand bonheur et ça accompagne vraiment bien. Merci. Voilà, donc bonsoir Vincent. Tu nous poses des questions. Quel est le but de la douleur? Quel est le message, s'il y a un message? Alors, quel est le but de la douleur? C'est une information, oui. Si tu t'es tapé avec un marteau sur le doigt, ça te dit que tu viens de t'écraser le doigt. Donc le message de la douleur, c'est d'abord et avant tout un message simple, qui est une atteinte au fonctionnement du corps. Si on parle de la douleur, hein, et essentiellement de la douleur, il y a quelque chose qui dysfonctionne au niveau du corps, parce qu'il a été écrasé, parce qu'il a été brûlé, parce que bien, ça on parle de la douleur. Mais il peut y avoir une douleur que moi j'appelle la souffrance, qui en fait est d'un autre niveau, d'une autre qualité. C'est
la souffrance, c'est très souvent, en fait, une activité liée à une activité mentale. C'est le mental qui est intervenu et qui fait que la souffrance est là. En grande majorité, ça ne veut pas dire que c'est systématique, mais la souffrance est en grande majorité liée au décalage entre ce qui est et ce que je voudrais qu'il soit. Ce décalage crée une tension intérieure, crée une frustration et au fur et à mesure que l'environnement, que la vie ne répond pas à ce que j'attends d'elle, eh bien cette frustration, cette tension monte, 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 monte et à un moment donné, il y a une réaction du corps qui peut passer soit par la dépression, la pression est telle qu'il faut déprimer, c'est-à-dire enlever de la pression, et on parle alors de dépression, et il peut y avoir plusieurs conséquences, mais ça Mmh. peut aussi s'exprimer par la colère. La colère est saine parce qu'elle fait baisser la pression. Mmh. Il y a aussi la peur, qui est une autre façon de, hem, de répondre à la souffrance que provoque la tension liée à une situation qui est là. Donc la douleur, en tant que telle, indique simplement ce qui se passe au niveau du corps. Quand elle s'accompagne de souffrance, alors il y a un message effectivement derrière et ce message c'est: «Je refuse la situation. Je ne veux pas la vie telle qu'elle est, je la veux autrement». Mmh. Merci. Mmh. Et donc ne laissez pas le mental guider votre vie. Mmh. Prenez les commandes. Merci pour cette réponse, Vincent te remercie. J'en profite pour, revenir un petit peu tout à l'heure, quelqu'un a posé la question des conflits d'incarnation et tu as dit: «Il y a pas de conflit d'incarnation». Pourtant, hem, il y a des douleurs, des émotions bloquées, des je ne sais quoi, mais il y a beaucoup de problématiques qui sont liées à cette, difficulté d'incarnation et donc qu'est-ce que tu peux en dire justement? Si ce n'est pas un conflit, comment tu vois les choses? Mmh. En fait, il n'y a pas de conflit d'incarnation, il y a des conflits avec le mental. Il y a des conflits avec pourquoi refuserions-nous d'être humains? Essayons de voir ça ensemble. Qu'est-ce qui nous pousse à ne pas vouloir être humain? Est-ce que c'est parce que cette vie est formidable, extraordinaire et que je ne veux pas de cette joie et de cette paix? Essayons de voir cela de manière simple. Bah, souvent ce qui peut être vécu, c'est une sensation de rétrécissement, d'arriver dans un corps qui est fermé, de se sentir, parfois isolé selon la Mmh. manière dont on est accueilli et cetera. Enfin et donc il y a une espèce de hiatus entre cette OK. pure lumière que nous sommes et Mmh. le entre Mmh. guillemets «le confinement». On se sent confiné dans le Mmh. corps. OK. Moi, je dirais même qu'on se sent con et fini et pardon, c'est un jeu de mots, parfois j'en ai des bizarres comme ça, mais voilà et en fait, on est, pure lumière et infini. Mmh. Alors, mais pour répondre de manière, différente. En tant qu'être, lorsque l'on a perdu la connaissance de ce paradis initial, Mmh. de ce que l'on est en réalité, en vérité, je suis en même temps cet être humain, eh bien, on peut classer le mal-être en 2 Mmh. grandes familles. Il y a le mal-être originel, qui est simplement la perte, on ne réalise pas ce que l'on est vraiment, on se Mmh. prend pour
ce corps, et effectivement, on est à l'étroit. Donc il y a ce mal-être, hein, on n'est pas dans le bon point de vue, il y a ce mal-être. Et puis, donc ça c'est l'originel. Et l'incarnation, dans la très grande majorité des cas, en fait, on perd ce lien-là. Et puis, il y a le mal-être psychologique. Le mal-être est lié à l'expérience de l'être humain, c'est-à-dire l'expérience de cette histoire, du vécu, et même ce que l'on hérite de nos ancêtres. Hein, des secrets qui n'ont pas été dénoués, des situations de famille qui se transmettent de génération en génération. Donc il y a ce mal-être de l'être humain, ce mal-être psychologique que l'on peut traiter, mais même si vous traitez le mal-être psychologique jusqu'à ce que le mal-être et que l'être humain soit bien dans ses baskets, ça n'efface pas, si on est toujours identifié à l'être humain et uniquement à l'être humain, cela n'efface pas le mal-être originel, c'est-à-dire cette sensation de paradis perdu. Ouais, c'est clair. Merci pour la réponse, César. C'est très clair. On va continuer parce qu'il y a des questions qui arrivent. C'est précieux de t'entendre. Donc, Adeline, qu'est-ce que la synchronicité? Est-ce notre présence intérieure qui la provoque? On provoque tout, donc on pourrait dire que l'on provoque tout ce que vous voulez. Vous aurez toujours raison. Ce qui est intéressant dans ce type de questions, c'est pas tant la synchronicité ou le fait de voir qu'à un moment donné, tout converge vers quelque chose qui semble inévitable ou qui semble évident. La question que je vous invite à regarder, c'est en quoi le fait qu'il y ait des synchronicités, ou ce que l'on appelle des synchronicités, est important pour vous? En quoi le fait de croire ou de ne pas croire qu'il y a des synchronicités, en quoi cela aide ou n'aide pas? C'est-à-dire que c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment interprétons-nous ce que l'on voit, ce que l'on vit? Y a-t-il un message derrière? Y a-t-il quelque chose à comprendre? Eh bien, le message et ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il n'y a que le présent. Et que ce qui se fait, et ça ne peut pas se faire autrement. Merci. Alors, Bénédicte nous prévient, attention, question mentale. Comment savoir Comment savoir si on agit depuis la présence ou depuis le personnage et ses conditionnements? Je vais répondre de manière toute simple parce que ça mériterait vraiment qu'on regarde en détail une situation particulière, parce que c'est dans le détail que se joue la réponse à cette question. Mais ce que on peut prendre comme boussole, c'est que lorsque l'on agit, si la joie d'agir est là, si une certaine fluidité est là et que le corps est détendu, alors il y a de fortes chances que l'action s'appuie sur le présent et donc sur la présence. Quand la réponse, on sent que ça commence à se tendre au niveau du corps, on sent que c'est pas trop la joie, mais plutôt la grimace, et que j'ai pas trop envie d'y aller, on peut raisonnablement conclure que c'est peut-être au niveau du personnage et du mental que cela se joue et que cela réagit. Donc la boussole de la joie est une boussole qui est plutôt intéressante. Merci, capitaine. C'est clair. Le fil de la joie. Alors, il y a la maison JC qui dit « Entrer dans la folie du oui ». Ouais.
La Clément. folie du oui. Oui, qui est cher à César. Tu veux nous en dire quelques mots de la folie du oui? Eh bien, simplement, la souffrance vient en majorité, en très grande majorité, du fait que l'on s'oppose à ce qui est, qu'on refuse ce qui est. Eh bien, dans les circonstances et c'est plus facile de refuser que de dire oui. Ça peut paraître paradoxal. Donc moi, ce que j'invite à faire, c'est d'abord et avant toute autre chose, c'est de dire oui à ce qui est, c'est-à-dire d'accueillir la situation telle qu'elle est. Oui, c'est comme ça. Ah, mais j'aimerais bien que d'accord, mais c'est oui, c'est comme ça. Cette folie du oui, qui en fait nous responsabilise par rapport à ce qui est, qui nous impose d'accueillir la situation et de la voir telle qu'elle est. Et après on agit. Qu'est-ce qui m'empêche de dire oui là maintenant tout de suite? Qu'est-ce qui m'empêche d'aimer? Mmh. Hein, j'ai souvent dit, et je le redis ce soir, que si on peut définir un sens à cette vie ou un objectif à cette vie, il y en a qu'un, c'est aimer. Mmh. On est fait de cela et on est là pour cela. Eh bien, aimer de manière inconditionnelle, c'est dire oui à ce qui est. Point. Et après on agit, Merci. hein, ça ne veut pas dire laisser faire, hein. Ne me Bah, c'est prêtez pas ça. une intention que je pas ça ne veut pas dire laisser faire, mais ça veut dire avant de Oui, je faire, t'ai déjà dire oui. ouais, je t'ai déjà entendu dire et après on peut dire oui ou non. C'est-à-dire se positionner en n'étant pas nécessairement d'accord avec la situation, mais Absolument, d'abord en l'ayant accepté. Mmh. absolument. Oui, oui, c'est très clair. Merci. Donc il y a Bénédicte qui dit: «Merci capitaine pour la boussole». Alors Angèle qui demande: «Comment au quotidien rester dans sa présence?» Ah, excellente question. Une seule façon de faire, la régularité. Si de manière régulière, c'est-à-dire en pointillé dans votre journée, vous vous accordez du temps pour revenir ici, maintenant, à l'instant et vous poser en silence et simplement goûter l'être, là, tout de suite. Voilà, avant de faire tout à fait autre chose. Eh bien, si vous vous accordez 5 secondes toutes les heures, en pointillé, comme ça dans la journée, pour vous poser, vous allez développer une intimité avec la présence que vous êtes. Ça, c'est un élément important, la régularité. Et puis, à chaque fois que vous avez une décision à prendre ou une action à poser, prenez le temps de respirer, prenez le temps de vous poser. Revenez Mmh. à ce que vous êtes là, à cette paix toujours présente. Vous allez voir à quel point la conscience lucide sera au rendez-vous. Mmh. Merci César, développer l'intimité avec ce que nous sommes. Mmh. Voilà. Mmh. Alors, il y a Marie-Laure qui dit: «Entre la fluidité et la joie, il y a un écart. Pourquoi la joie n'est pas toujours là avec la fluidité?» Et il y a quelqu'un qui a mis, je crois que c'était non, j'ai voilà, pourquoi la joie n'est pas toujours là avec la fluidité. Parce que dans la très grande majorité des cas, tu refuses la vie telle qu'elle est. Mmh. Tu es dans le passé ou dans le futur, mais pas dans le présent. Lorsque l'on est au cœur du présent, en présence, naturellement c'est fluide. Parce que naturellement les réponses et les actions que l'on pose correspondent à ce qui est là dans l'instant. Donc c'est fluide. Mais Mmh. lorsque l'on cherche à reproduire ce qui nous a été agréable dans le passé et à éviter ce qui nous a été désagréable dans le passé, on passe à côté du présent. Vivez l'instant.
Profitez de ce parfum de rose lorsque vous passez à côté d'une rose. Profitez de poser vos pieds dans l'herbe mouillée par la rosée du matin. Observez un nuage. Respirez. Sentez cette paix en vous. Respirez cette vie. Vivez-la pleinement. Et arrêtez d'être dans le temps. Merci. Alors, ça va assez bien avec la question suivante. Qu'est-ce qui m'empêche d'aimer? Une habitude apprise? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui m'empêche d'aimer? C'est une question intéressante à explorer, non? Là, maintenant, tout de suite, dans cette situation, qu'est-ce qui m'empêche d'aimer la situation? Qu'est-ce qui m'empêche d'aimer l'autre? Eh bien, si vous prenez quelques instants pour vous poser, respirer, être en intimité avec vous et avec le présent, la réponse va naturellement venir. Et qu'est-ce qui empêche d'aimer? C'est le mental. C'est la pensée. C'est tout. C'est tout. Merci César. Merci, merci. Il y a un seul cœur qui a mis plein de cœurs. Voilà. Et nous allons clore cette soirée. Merci pour toutes vos questions, pour votre participation. Merci à la présence avec toi, César. C'est cadeau. Et je suis vraiment très, très contente que ça soit diffusé sur les ondes. C'est génial. Merci, merci à toi. Merci à vous d'être là. Voilà, pour ce moment de partage, ce moment de communion. Donc, il y a des merci César pour ta clarté. Merci César, le mental qui nous empêche d'aimer. Merci pour ce cadeau merveilleux. C'est ça. C'est des beaux moments de partage. Et je vous parlais des méditations du matin, justement avec ces temps de causerie. Et il y a cette même sensation que j'ai ce soir, c'est-à-dire d'un effet de sororité, de fraternité, hein, d'une communauté qui est là et qui partage un moment précieux d'amour. Allez, disons-le. Donc, un grand merci à vous toutes et tous. Merci à toi, César. Bonne soirée. Merci, belle soirée à vous. Portez-vous bien.